Cela fait 60 ans que la littérature expérimente avec les technologies informatiques. Et en guise d'introduction, je rappellerai d'abord quelques principaux enjeux de cette rencontre. La notion de dispositif sera introduite non pas en amont, comme en allant de soi, mais comme une problématique que je vais essayer de cerner au fil de ma réflexion. Et il en sera de même pour la notion de numérique. Cette approche du sujet par palier me permettra, du moins je l'espère, de montrer en quoi la littérature informatique est une littérature du dispositif numérique, qui s'inscrit avec celui-ci dans des rapports de force. Rapports de force qui seront analysés à partir de 3 exemples. Permettez-moi de rappeler d'abord quelques évidences. Lorsqu'il s'informatise, le texte littéraire migre donc de la page papier vers l'écran. Le texte s'allume et s'éteint alors, comme une lampe. Le vacillement, longtemps caractéristique des écrans d'ordinateur, a fait douter de la compatibilité de la lecture littéraire avec l'écran. En même temps, le rétroéclairage l'inscrit dans la tradition des réclames lumineuses, symbole clinquant de la modernité, mais aussi de l'emprise marchande. En intégrant l'ordinateur, le texte littéraire sacrifie la fixité que le codex lui avait assurée. Il n'est plus imprimé, mais il s'actualise de façon transitoire, régi par des structures de profondeur dont l'action n'est pas visible à l'écran. Ces structures codées comportent plusieurs niveaux. Si la relation entre le code binaire et le texte littéraire a été perçue dès les écrits de Martin Heidegger comme un risque de rigidification, les langages de programmation complexes constituent des artefacts culturels à part entière, qui posent en outre la question de leur potentiel poétique. Dès qu'il investit l'ordinateur, le texte littéraire devient procédural et performatif. Il perd sa pérennité, mais en contrepartie, il gagne en mouvement et en manipulabilité. Le mouvement inscrit le texte littéraire dans une convergence avec l'audiovisuel. Une partie des œuvres littéraires en mouvement poursuit donc la tradition de la vidéopoésie. Leur esthétique multimédia laisse volontairement de côté la dimension transitoire. Ces œuvres font donc un peu comme si le texte animé était un film fixé sur une bobine. D'autres œuvres, au contraire, explorent la dimension transitoire et s'inscrivent dans des esthétiques du flux, comme les œuvres de Grégory Chatonsky par exemple. La manipulabilité du texte sur l'ordinateur, quant à elle, dépasse de loin le feuilletage, bien sûr, et implémente le geste au niveau de la microstructure de la phrase, du mot et de la lettre. Si l'hypertexte a d'abord rapproché le texte littéraire des bases de données, l'expérimentation du geste trouve des sources d'inspiration nouvelles dans le jeu vidéo. Pour le lecteur, les couplages entre texte, mouvement et geste impliquent un changement de posture, car ils engagent non plus seulement le sens de la vue, mais aussi les sens de l'ouïe et du toucher. Esthétique du sensible qui ont donné lieu à des créations littéraires dans les caves et en réalité augmentée. Mais l'évolution rapide des technologies a également engagé le texte littéraire dans une course-poursuite avec l'innovation technologique. Libérée du codex, la littérature informatique s'expose. Beaucoup de salons qui accueillent les arts et littérature numérique ressemblent cependant plutôt à des foires d'innovation. En se saisissant de technologies spectaculaires comme la réalité augmentée et la 3D, la littérature arrive peut-être à capter l'attention fugace des publics de passage, mais elle encourt aussi le risque d'être instrumentalisée comme un outil de valorisation industrielle. La dimension esthétique s'épuise dans l'expérimentation des limites technologiques du fameux « comment ça marche ». Au niveau des formes et des genres, la rencontre entre le texte littéraire et l'informatique a pris en 60 années d'existence 2 directions que tout semble d'abord opposer. Certaines démarches s'inscrivent dans une avant-garde radicale. Une avant-garde radicale qui se positionne volontairement au plus loin de la marchandisation de la culture. L'esthétique de la frustration qui caractérise les générateurs de texte, la code poetry et certaines animations textuelles comme celle de Philip Oates par exemple, explorent les limites du lisible, quitte à perdre le lecteur. D'autres démarches se positionnent au plus près des technologies innovantes.
qu'elle se donne comme but d'explorer, voire de magnifier. L'esthétique du spectaculaire, qui est mobilisée dans certaines œuvres pour tablettes tactiles ou alors dans les projections sur bâtiments très à la mode ces dernières années, attire le public tout en perdant le lecteur par un autre biais. Devenus pure matière plastique, les textes dans ces œuvres ne sont simplement plus là pour être lus. En dehors de cette question du rapport conflictuel à la lecture, les deux démarches convergent sur un autre point fondamental, la mise sous silence d'une pensée du dispositif en tant que structure économique. Mise sous silence qui porte en elle le risque de la domination des industries du numérique sur le devenir du texte littéraire. Bien sûr, le texte littéraire a toujours été inséparable de son dispositif. Qu'il soit imprimé dans un codex ou déclamé par la voix du poète sur scène, qui s'affiche sur un écran de cinéma ou d'ordinateur, le texte ne prend sens qu'avec son dispositif de conception, d'édition et de diffusion. Comme le rappelle Yves Jeanneret, le dispositif repose sur des ressources matérielles, des savoir-faire liés à des métiers. Le métier du typographe, par exemple, du projectionniste, du programmeur, mais par là même impose des cadres. La dimension technologique du dispositif engage une mise en ordre des signes. Le typographe fait rentrer le texte dans le cadre de la page, le programmeur fait de sorte que les animations défilent à une vitesse jugée raisonnable à l'écran. Mais cette mise en ordre technologique n'est donc jamais neutre. Elle repose sur des motivations, dont certaines sont au service du texte, alors que d'autres entrent avec le texte dans un conflit d'intérêts. Tout auteur d'ouvrage papier sait par exemple que les éditeurs imposent une charte qui garantit l'unité des collections, mais constitue aussi un estampillage, un label qui entraîne des processus de normalisation et de rationalisation de la littérature. Dans sa définition canonique du dispositif, Michel Foucault affirme que le dispositif est toujours inscrit dans des jeux de pouvoir. Ces jeux de pouvoir sociaux, politiques, économiques se matérialisent dans le dispositif et le structurent de l'intérieur. Il en est ainsi de tous les dispositifs qui supportent le texte littéraire. Un ouvrage qui sortira prochainement aux presses de l'Université de Nanterre passe en revue les multiples formes que le texte poétique a prises hors le livre. Et cet ouvrage s'intitule de façon significative « La poésie délivrée ». Parce qu'à travers l'histoire littéraire, on constate que chaque changement de dispositif s'est en effet accompagné de l'espoir que le texte s'affranchira, comme par magie quelque part, des structures de pouvoir qui pèsent sur lui. Structures de pouvoir associées à la linéarité du codex, avec son archétype, la Bible. Structures associées à l'enchaînement logico-temporel du récit, critiquées comme garant de l'ordre établi. Structure de pouvoir associée à la grammaire, inculquée aux jeunes esprits pour les dresser. Structure associée au système de l'édition, avec ses normes dictées par la valeur marchande de la littérature. Face au potentiel ouvert par le cinématographe, le manifeste futuriste avait alors proclamé en 1909 le livre, moyen absolument passéiste de conserver et de communiquer sa pensée, est depuis longtemps destiné à disparaître. Le livre statique compagnon des sédentaires ne peut amuser ni exalter les nouvelles générations ivres de dynamisme révolutionnaire et belliqueux. Dans Cyberculture de Pierre Lévy s'expriment 100 ans plus tard les rêves de délivrance d'une nouvelle génération, fascinée par les potentiels de l'ordinateur connecté. George P. Landau et J. David Poulter ont célébré l'hypertexte comme une formidable incarnation du rhizome de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Et Jean-Pierre Balp a projeté dans la nature procédurale de l'ordinateur le fantasme du texte infini, qui garantirait la survivance du texte et de son auteur. Je vais un peu enrhumer, mais bon. Pour Jean-Pierre Balp, les générateurs de textes informatiques permettent de toucher de près à cet idéal du texte infini, par le nombre gigantesque de textes qu'ils promettent de produire.
L'espoir de délivrance du texte littéraire vis-à-vis de sa finitude implique pourtant que l'approche du dispositif soit purement technologique. Comme si, commente Jean-Pierre Balp, dans cette longue cohabitation entre l'écriture et sa technologie, le triomphe seul de la technologie permettait d'assurer celui de l'écriture sur la permanence du monde. Autrement dit, le triomphe de la technologie peut seulement être souhaitable si le dispositif lui-même est perçu comme neutre. Et au fil de l'histoire littéraire, la valorisation de nouveaux dispositifs d'écriture et d'édition s'est souvent effectuée au prix de cette neutralisation. La dimension économique, notamment, s'est trouvée occultée au profit d'une mise en évidence de l'innovation formelle. Or, l'émergence de certaines esthétiques ne peuvent en réalité se comprendre qu'à travers une analyse fine des négociations de l'œuvre avec d'une part les potentialités technologiques et d'autre part les bornes économiques du dispositif. Une première preuve qui date vient maintenant. Dans sa contribution à l'ouvrage La poésie délivrée et dans d'autres ouvrages, Alain Vaillant, spécialiste de la littérature du XIXe siècle, se penche sur la rencontre du texte littéraire avec le dispositif de la petite presse, les journaux du XIXe siècle. Le voisinage étroit des textes de Nerval, Banville et Baudelaire avec des textes non littéraires qui thématisent le réel dans toute sa banalité a eu des répercussions profondes sur l'émergence de l'esthétique post-romantique. Pour Alain Vaillant, le poème en prose constitue ainsi une tentative de refléter le réel en convergence étroite avec le décor du journal. En dehors de ces processus d'hybridation féconde, ces productions littéraires ont cependant été cadrées par l'obligation de rester publiables. Obligation qui a à la fois constitué un creuset de l'invention poétique, et ça c'est le point très intéressant pour nous, mais qui a également imposé des limitations fortes. Comme Michel Foucault l'explique, le dispositif est donc certes lié à une ou à des bornes de savoir qui en naissent, mais tout autant le conditionnent. C'est ça le dispositif, des stratégies de rapport de force supportant des types de savoir et supportés par eux. Dans le cas de la littérature post-romantique, ce sont les savoirs éditoriaux de la petite presse qui, tout en imposant les contraintes d'une cohabitation normalisée et rationalisée, ont inspiré aux auteurs de nouvelles formes et figures poétiques. Et dans le cas de la littérature informatique, le voisinage avec les technologies de l'audiovisuel, de l'Internet, du jeu vidéo et des réseaux sociaux constitue décidément un nouveau creuset de l'invention poétique. Mais dans le même temps, le dispositif ordinateur, avec son hardware et ses outils software, impose des cadres. Cadres qui reflètent l'emprise galopante des industries du numérique. Au plus tard, depuis la mainmise de Google, Facebook, Amazon et Microsoft sur l'informatique, on en a déjà discuté hier, ces technologies ne peuvent plus être considérées comme des supports neutres. L'outil est l'ennemi de l'émancipation, affirme Emmanuel Guez. Il va un peu loin, c'est à discuter quand même. Mais les outils industriels investis par les auteurs littéraires, Word, Prezi, WordPress, Flash, Photoshop, eBook Author, ont certes indéniablement facilité l'accès à l'expérimentation avec l'informatique. Flash, par exemple, est un outil qui permet de créer des animations textuelles de deux façons, en passant par un langage appelé ActionScript ou en créant l'animation image par image dans un espace de travail qui rappelle la table de montage vidéo. L'outil a démultiplié de façon spectaculaire les possibilités de donner forme au mouvement du texte. Et l'une des plus belles illustrations est proposée par Brian Kim Stephens avec The Dream Life of Letters. L'analyse de ce poème m'a amené à postuler il y a quelques années l'émergence de nouvelles figures de rhétorique fondées sur le couplage entre le potentiel d'action du texte et celui du mouvement. Or,
la mise à disposition de savoirs technologiques par flash est fondée sur un leurre initial. Un leurre qui s'incarne dans la métaphore de la table de montage. Le dispositif donne en fait l'impression à l'auteur de créer un film et occulte ainsi la nature codée et transitoire de l'œuvre finale. Cette nature codée prend pourtant le dessus dès que le dispositif d'actualisation change. Et maintenant, il faut regarder de près. Attention. Dans The Dream Life of Letters, certaines figures d'animation, par exemple celle que je vais vous montrer maintenant, et qui est en fait un petit tremblement de certains mots, par exemple du mot all. Hein? Regardez ça, le tremblement du mot all dans cette animation. Ça va arriver. Vous l'avez perçu, hein? Ok. Alors ça, certaines figures d'animation comme ça ont disparu de la surface observable de l'écran. Hein? Non pas parce que le code de l'œuvre a changé depuis la création de l'œuvre, mais simplement parce que la vitesse d'exécution du dispositif a augmenté. Maintenant, l'auteur peut certes décider de négocier avec les bornes technologiques du dispositif. C'est ce que j'ai essayé de faire dans Tramway, une création pour la revue Bleu-Orange que j'ai faite il y a quelques années. En réalisant les animations de texte qui relatent une expérience douloureuse, j'ai consciemment prévu le fait que l'accélération de la vitesse d'exécution allait progressivement faire disparaître ces souvenirs de la surface observable de l'écran. Or, cette tentative, et c'est là que je me suis plantée, ne prenait toujours pas assez en compte l'économie du dispositif. Tous les auteurs qui, autour des années 2000, ont expérimenté avec Flash ont dû se rendre à l'évidence que l'outil n'impose pas seulement des bornes technologiques qui peuvent être négociées, mais aussi des structures de domination économique qui, quant à elles, ne sont pas négociables. L'arrivée des iPhones et des tablettes iPad et le refus d'Apple d'autoriser les formats flash sur ces dispositifs a signé l'arrêt de mort du logiciel. Et cette décision d'Apple, aux motivations purement industrielles, quoi qu'ils disent, eux, a condamné à l'obsolescence de larges pans de la création littéraire informatique des années 2000 et montre à quel point le sujet est littéralement pris dans les dispositifs. La tablette iPad, en tant que dispositif, s'inscrit avec le texte littéraire dans ce même mouvement d'oscillation, fait de mise à disposition de savoir et d'imposition de logique de pouvoir. J'ai depuis quelque temps engagé une recherche socio-sémiotique sur les esthétiques préfigurées par la tablette iPad. Comme Apple l'explique sur le site dédié au logiciel eBook Author, l'objectif est par exemple de donner vie aux propos, de les faire bondir de la page. Cette esthétique, qui combine au plus près les gestes du toucher et les mouvements de surgissement, s'incarne sur la tablette dès que l'utilisateur effectue les premiers gestes de manipulation. Vous le savez, hein? Les icônes alignées sur le bureau semblent suivre le doigt sagement, puis rebondissent un peu lorsque l'usager les relâche. Un léger tap sur eux fait surgir des pages de la profondeur de l'écran, avec une souplesse inconnue jusqu'alors et qui offre aux œuvres un décor spectaculaire. À travers le logiciel eBook Author, Apple met à disposition des auteurs littéraires le savoir-faire nécessaire pour implémenter ce même décor au sein des œuvres. Pour éviter les faux départs, l'auteur néophyte est invité à se fier au modèle préformaté. Si les figures de l'esthétique du toucher et du surgissement sont fournies telles quelles, prêtes à l'emploi, l'accès à leur nature codée se trouve en revanche verrouillé. Point culminant d'une occultation des enjeux techniques que Friedrich Kittler avait fustigé dès les années 90 et qui passe en outre sous silence les enjeux marchands. Parce qu'en réalité, l'auteur qui se saisit du logiciel eBook Author s'inscrit dans une chaîne de production où son œuvre est littéralement prise en charge d'un bout à l'autre, de la création à la mise en vente sur iBooks. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le texte incarne ici des intentionnalités multiples, celle de l'auteur, certes, mais aussi celle du constructeur Apple. Les marges de manœuvre laissées à l'auteur littéraire qui souhaite malgré tout
révélés de l'irréalisé en créant avec les dispositifs numériques sont donc souvent très étroites. Alors que certains, comme Philippe Boinard, affirment que seule la maîtrise du code permet l'émancipation vis-à-vis des dispositifs, Jean-Pierre Balp, quant à lui, a délocalisé une partie importante de son travail littéraire sur l'un des dispositifs les plus marchands et les plus verrouillés, le réseau social Facebook. Et ce choix peut surprendre et doit être expliqué brièvement. Après l'élection de Donald Trump, Facebook a notamment été critiqué, vous le savez tous, parce qu'il enfermerait ses usagers dans une bulle de filtre. Les posts publiés par les usagers ne circulent en effet qu'entre amis et les algorithmes de Facebook hiérarchisent les entrées selon un ordre qui est calculé à partir de la fréquence des likes et des commentaires. L'usager risque donc effectivement de se trouver enfermé dans un entre-soi informationnel. Et ça a été beaucoup discuté ces derniers temps. Par ailleurs, les données personnelles saisies à travers les formulaires et les posts sont la propriété de l'entreprise Facebook qui les collecte, les exploite et les exploite à sa guise. Comme l'affirme Serge Proulx, Facebook constitue aussi un dispositif de surveillance de masse. Dès que l'usager s'inscrit pour profiter des savoirs que le dispositif met à sa disposition, il consent aux structures de pouvoir qui trament le dispositif de l'intérieur. Néanmoins, comme le formule Paul Veyne, le dispositif est moins le déterminisme qui nous produit que l'obstacle contre lequel réagissent ou ne réagissent pas notre pensée et notre liberté. Alors que Facebook fait la chasse aux faux profils, parce que l'exploitation marchande des données est seulement opérationnelle si ces données sont véridiques, Jean-Pierre Balp fait depuis plusieurs années exister sur Facebook un large réseau d'identités fictives, au nom de Rachel Charlus, Germaine Proust, Maurice Roman et plein d'autres. L'un des savoirs que le dispositif technologique Facebook met à disposition de ses profils est la possibilité de réagir instantanément aux événements quotidiens. Attentats, élections, Noël, naissance, décès, et d'ouvrir ces réactions à la contribution des autres usagers. La création Facebook de Jean-Pierre Balp, intitulée, et c'est un très beau titre, Un monde incertain, réalise ainsi le fantasme d'une fiction infiniment émergente, dont la prolifération est incontrôlable par l'auteur. Les propositions de Facebook, comme le drapeau bleu-blanc-rouge lancé par Mark Zuckerberg au moment des attentats de Paris, les tests de personnalité, les Happy Friends Day, sont détournés par les identités de fiction de Jean-Pierre Balp dans des pirouettes ironiques qui rejoignent certaines tendances de la littérature contemporaine à la fantaisie et à l'imposture. Les fausses biographies et autres biographies fictionnelles constituent en effet, on en a beaucoup parlé lors de ce colloque, un pan important de l'écriture littéraire de ces dernières années. Sur papier comme en ligne d'ailleurs. Tressant étroitement profil de fiction et identité numérique de l'auteur dans des jeux de miroir qui sont parfois vertigineux et parfois très touchants, l'œuvre engage le lecteur dans une réflexion sur la solitude, l'amitié, le dédoublement, le deuil en réseau social. En publiant des textes littéraires sur Facebook, l'auteur participe pourtant aussi indéniablement à la valorisation culturelle de ce dispositif marchand. C'est ce qu'on a discuté hier à partir de la communication de Martello et Servan. La littérature numérique ne peut échapper à ce paradoxe. Et je terminerai sur un dernier petit virage, parce que depuis janvier, une autre expérimentation littéraire, portée en partie par moi-même en tant qu'auteur, se greffe sur Un monde incertain de Jean-Pierre Balp. Ça l'a d'abord surpris. Il était d'abord un peu vexé. Mais bon. L'objectif de Brice 40, Anna Wegekreuz, Cindy Sherwood et Zeus Capsule est d'augmenter la pression sur les limites technologiques marchant des politiques du dispositif. Anna Wegekreuz essaye par exemple de crever la bulle de filtre en impliquant
dans sa fiction des acteurs politiques, d'extrême droite et d'extrême gauche, des gourous New Age et autres diffuseurs de certitudes qui sont d'ailleurs rassemblés sur la page des certitudes. Brice 40 publie des posts qui graphiquement débordent sur les posts des autres. Irrespect, partagé par Anna Wegekreuth, qui exhibe sur son mur les sanctions du dispositif Facebook, car Facebook se met en effet en alerte dès que des scripts commencent à buter contre ces cadres fonctionnels. Et notre recherche littéraire se poursuit désormais dans cette zone à risque où littérature et informatique s'allient avec les dispositifs de l'industrie, explorent leurs bornes de savoir, mais essayent aussi de les déstabiliser. Que cette littérature se positionne comme un art du faible face aux stratégies du dispositif est un fait dont il faut rester conscient. Mais qu'elle puisse ne serait-ce qu'un peu participer à l'épuisement du dispositif par ses propres moyens reste néanmoins un espoir qui innerve toutes ces tentatives. Merci beaucoup.